Bienvenue dans Big Boss. Aujourd'hui, nous allons à l'hôpital, Paul. Eh bien, en effet, Marie-Noël, on va du côté des cliniques universitaires Saint-Luc avec vous, Renaud Mazy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'administrateur délégué, le patron, le big boss de l'un des plus gros hôpitaux de la ville, de la région, à la tête depuis 5 ans. Et c'est la première fois, sauf erreur de ma part, que ce n'est pas un homme, une femme issue du sérail, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un académique qui dirige l'entreprise. Pourquoi ? Je pense que la gouvernance à l'époque a fait un choix qui lui semblait important, c'est d'essayer de séparer les différents métiers. Et donc la direction médicale et la direction générale semblaient de toute évidence nécessaires d'être séparées en vue d'être plus efficaces, et sachant qu'il y a de nombreuses problématiques et de nombreux défis dans les hôpitaux. On va en parler, mais c'est vrai que vous venez du privé, hein. Vous avez été administrateur délégué chez Baxter, donc c'est le milieu pharmaceutique, on n'est pas très loin des soins de santé, mais malgré tout c'est un grand écart, c'est un virage, on peut le dire, à 180 degrés entre le privé et le non marchand. C'est un virage à 180 degrés, mais ça reste quand même du management, ça reste de l'organisation, ça reste de la stratégie, définir une stratégie, une vision. Donc oui, c'est un vrai changement et je ne vais pas du tout le minimiser, c'est un vrai défi pour moi. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans ce grand écart que vous faisiez ? Mais c'est d'un côté les similitudes et de l'autre côté les différences. Les similitudes, en tout cas je suis resté dans des grandes organisations avec les mêmes défis, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, on vit les défis qu'on a vécus il y a 5, 10, 15 ans dans la plupart des grandes entreprises, la nécessité de faire des économies, de s'améliorer sans cesse, d'améliorer évidemment avant tout la qualité des soins et s'assurer que les patients sont pris en charge de la meilleure manière possible. Donc c'est des choses qu'on retrouve de manière assez classique dans le milieu privé, dans l'industrie, s'améliorer en permanence. Et en même temps, des différences fondamentales, c'est la complexité. Les hôpitaux, comme les universités, sont les mondes les plus complexes en fait à gérer de par leur organisation, leur gouvernance. On va découvrir ça, mais je vous propose d'abord une plongée justement dans l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on connaît peut-être les cliniques universitaires en tant que patient, mais on ne voit pas tout ce qui se passe en dessous, tout ce petit monde qui vit autour des médecins et des patients. Eh bien, c'est plus de 5000 personnes. Visite en coulisses des cliniques universitaires Saint-Luc. Ce sont des images signées Frédéric Dehainaut. Au niveau -3 des cliniques universitaires Saint-Luc, Théo approvisionne le magasin. Ici, pas de compresse, mais de la farine et du sucre, en quantité phénoménale. Exemple, 37 tonnes de pommes de terre ou encore 60 000 pains passent par ici en un an. Il est 9 h du matin, dans les cuisines de l'hôpital, c'est l'heure de pointe. Ici, donc, nous sommes dans le local froid. C'est un local à température contrôlée, 13 degrés. On produit tous les soupers et les petits déjeuners pour les patients de Saint-Luc, mais également pour le restaurant du personnel, l'ensemble des salades et des plats froids de l'ensemble du personnel. Et également pour le Chou Vert, qui est notre auberge qui se trouve au 0 à l'accueil des cliniques. 300 repas sont également fournis à 2 hôpitaux extérieurs. Et lorsqu'on y associe les plats chauds et les sandwichs, on arrive ici à plus de 4500 repas par jour. Du travail pour 80 personnes à flux tendu. Un peu plus loin, au même niveau, un poste névralgique des cliniques. La pharmacie grouille de monde ce matin. C'est un département qui contient 3 services avec plus ou moins 94 personnes qui travaillent ici. Alors différents corps de métier, des pharmaciens, des assistants pharmaceutico-techniques, mais aussi des magasiniers, des secrétaires, du personnel administratif, etc. Et ici, nous faisons tout pour les médicaments, de la réception des commandes que nous passons aux fournisseurs jusqu'à la délivrance aux patients, que ce soit des patients qui sont dans nos murs pour être pendant une hospitalisation ou alors des patients qui viennent en ambulatoire pour recevoir un traitement. On y trouve aussi 2 salles blanches complètement stériles pour la préparation de chimiothérapie, des substances toxiques pour le personnel qui requièrent une sécurité maximale. Une sécurité que l'on retrouve jusqu'au traitement des déchets. Un tri très poussé, les déchets non infectés d'un côté, les infectés de l'autre, sans oublier les radioactifs. Les cliniques Saint-Luc traitent l'équivalent des déchets produits par une ville de 7500 habitants. Rien d'étonnant quand on sait qu'en plus des 5500 salariés, plus de 10 000 personnes transitent ici chaque jour. Parmi elles, de nombreux étudiants. Dans la salle fantôme, ces futurs dentistes s'exercent à créer une prothèse. À côté des soins et de la recherche, l'enseignement est le 3e pilier de cette entreprise, pas comme les autres. Un médecin francophone sur 2 qui est formé en Belgique passe dans nos couloirs, à un moment ou à un autre.
C'est le cas pour les infirmières, c'est le cas pour les kinés, les psychologues, les technologues, etc., les dentistes, enfin oui, pour l'ensemble des métiers. Ce qui fait que c'est une entreprise qui a cette particularité d'intégrer à tout moment de l'année, dans tous les secteurs, des stagiaires. Le stagiaire fait vraiment partie de notre ADN, il est dans tous les couloirs, il est partout et il contribue à l'exécution du core business de l'entreprise, si vous voulez. Aux côtés des 900 médecins, Saint-Luc, c'est donc aussi 2000 stagiaires. Un hôpital qui pratique plus de 20 000 interventions chirurgicales, admet plus de 62 000 personnes aux urgences et compte plus de 200 000 journées d'hospitalisation en un an. Voilà les coulisses de Saint-Luc. Et ce qui est rigolo à voir quand même, ou intéressant, c'est que bien sûr on connaît les médecins, les blouses blanches, etc. Mais il y a toute une vie à côté de cela dont on parle très peu. Donc c'est bien qu'une fois ils soient dans l'image, à l'écran eux aussi. Est-ce que c'est une entreprise de plus en plus comme une autre, Renaud Mazzi, un hôpital? Ça restera toujours différent parce que la première raison d'être, c'est le patient. Et je pense que ça mène aussi tout le bonheur et l'épanouissement de notre personnel, c'est qu'on est là pour les patients et tout ce qu'on fait a un impact sur le patient. Mais maintenant, si on prend du recul par rapport à l'organisation, par rapport aux défis, oui, j'aurais tendance à dire 80% de nos défis sont des défis qui sont communs à d'autres grandes organisations privées qui ne sont pas là pour soigner les patients. Mais justement, des défis en tant que gestionnaire d'entreprise, est-ce qu'avec votre arrivée, vous avez changé la mentalité? Qu'est-ce que vous avez apporté venant, vous, du privé et peut-être une vision plus gestionnaire de l'entreprise? Alors, je ne voudrais surtout pas être perçu comme juste un gestionnaire pour l'institution, parce que ce n'est pas du tout, en tout cas, ce que j'ai voulu montrer et démontrer depuis 5 ans. Cette institution fait face pour des tas de raisons à de nombreux défis. Et le seul moyen pour passer au travers de ces défis, c'est de professionnaliser. Professionnaliser la manière d'aborder les problèmes, la manière de les résoudre, travailler, j'en ai parlé tout à l'heure, l'amélioration continue, redéfinir les processus, améliorer la qualité des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous, pour l'institution. Mais vous avez aussi amené des critères plus durs, plus secs, comme la productivité des départements, etc. Ce sont des choses qu'on mesure maintenant dans un hôpital. En tout cas, alors, le vôtre. On analyse en permanence les processus, on mesure, on a beaucoup d'indicateurs, effectivement, mais ce n'est pas l'économie à tout prix qui nous intéresse, c'est vraiment quel est l'impact au niveau du patient par rapport à la qualité des soins, tout en restant dans notre budget. Donc ça, c'est peut-être ce qui est tout à fait différent par rapport à une entreprise privée, c'est qu'on ne cherche pas le gain, on ne cherche pas le bénéfice dans nos activités. On cherche à ce que le patient soit traité du mieux possible au travers des actes qui sont posés. Mais en même temps, vous devez rester à l'équilibre, évidemment. C'est un peu l'objectif de votre entreprise. On va regarder les chiffres pour un peu mieux comprendre et voir un peu le bilan de santé des cliniques universitaires Saint-Luc. Oui, entre 2010 et 2015, 5 ans d'intervalle, l'emploi a évolué, quand même 6000 personnes. C'est une grosse entreprise, pratiquement 1000 lits, ça n'a pas beaucoup bougé. Le chiffre d'affaires, lui, par contre, a évolué fortement. Alors, chiffre d'affaires, c'est une notion un peu particulière pour un hôpital, on va y revenir, mais quand même. Et le résultat net est là, il est à l'équilibre, en positif. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Est-ce que cet équilibre est menacé avec le fait que on est en période de restriction budgétaire. Maggie De Blok, la ministre de la Santé publique, a dit qu'il fallait 900 millions d'économies l'année prochaine. Est-ce que ça va jouer sur votre équilibre? Alors ça joue, bien évidemment. Ce que vous devez savoir, et ce qui n'apparaît pas dans ces chiffres, c'est que sur les années 2013 et 2014, la précédente ministre de la Santé nous a coupé plus de 22 millions de subsides. Et quand je suis arrivé, on était entre 10 et 15 millions de résultats positifs qui sont totalement réinvestis, évidemment, dans le futur de l'institution. Et donc, d'avoir une coupe de plus de 22 millions était quelque chose de très éprouvant pour l'organisation. Et c'est seulement au travers des améliorations qu'on réalise partout, dans tous les services et sur le terrain, qu'on a pu faire face à ces économies. Donc, le résultat semble bon, semble intéressant pour 2015. La réalité, c'est que pour permettre un résultat pareil, ça a été difficile. Et ça veut dire que l'année prochaine ou en 2017, vous risquez de ne plus être dans le vert, de ne plus être à l'équilibre? Alors,
on sera et on fera toujours tout ce qui est nécessaire pour rester dans le vert, parce que nous sommes une ASBL et donc nous n'avons pas derrière nous une structure publique ou autre qui peut éponger nos dettes. Donc nous avons l'obligation de rester dans le positif. Mais ce que vous devez savoir, c'est que sur l'année 2017, c'est 5 millions qui vont nous être coupés, en plus des 22 millions qui nous ont déjà été coupés, plus les économies qui vont arriver au niveau de l'INAMI. Donc ce sera difficile. Les années sont difficiles dans les hôpitaux. Plus de 40% des hôpitaux étaient en perte en 2014. On s'attend à ce qu'en 2017, il y ait une grande majorité des hôpitaux qui passent dans le rouge. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre, du coup, pour maintenir le bateau à flot, vous fassiez des coupes sombres dans le personnel notamment? On sait que 60% à peu près, entre 60 et 70% de la charge, c'est le personnel dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Alors, on a réussi, en tout cas historiquement, à éviter des licenciements lorsqu'on était en difficulté. Ça nous est arrivé une fois en 2004, à laquelle on a fait face à un déficit important et on a pris les mesures nécessaires. Mais on a toujours réussi à éviter des licenciements. Donc c'est ma volonté, c'est de continuer à éviter cela. Mais pour y arriver, on demande à tout le monde de faire des efforts. Alors, ça c'est comment alors? Souvent, on a l'impression que, vu que le poste de dépense le plus important, c'est le personnel, le seul moyen, c'est de réduire le personnel. Oui, on pourrait le croire. La logique est claire. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire comment peut-on faire mieux demain? Mieux demain, c'est quoi? C'est un patient qui est mieux traité, qui a moins de complications, et donc qui peut retourner plus tôt chez lui. Et donc, par rapport à... Raccourcir le temps à l'hôpital, par exemple, c'est un moyen de faire des économies. C'est un moyen, c'est avoir moins de complications aussi. On est à la pointe à Saint-Luc, on est dans des soins d'excellence, on est dans des soins de premier niveau au niveau belge. On doit s'améliorer sans cesse. Et ça peut et ça doit nous permettre d'éviter de devoir faire des licenciements. Mais la menace reste et on verra dans le futur si la ministre continue à prendre des mesures d'économie. Mais ça peut passer aussi par le fait de mieux facturer. Aujourd'hui, on ne peut pas garantir. Plus, hein, puisque sur le chiffre d'affaires qu'on vient de voir, 500 millions, si je ne m'abuse, c'est ça, il y a quand même une bonne partie qui vient des honoraires ou des ventes réalisées par l'hôpital, pharmacie, etc. On peut aussi revoir ça à la hausse, ça s'est déjà vu régulièrement, pour compenser les restrictions du côté budget public. On n'est pas dans le privé. On ne décide pas, nous, en tant que responsable d'hôpitaux, d'augmenter les honoraires pour tel traitement ou tel traitement. Donc, on n'a pas cette liberté-là. La seule chose, c'est les suppléments privés qui interviennent dans tous les hôpitaux, mais qui sont pour nous une portion vraiment très très faible. Sur les chemins individuels, c'est ça? Sur les chemins individuels, sur la prise en charge individuelle des patients. Donc, nous, nos seuls moyens, c'est d'être plus efficaces, d'être plus efficients. Je parlais de la facturation. On doit assurer une facturation exhaustive à 100%. Parce qu'aujourd'hui, on estime encore que sans doute 1 à 1,5% de nos prestations ne sont pas bien facturées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas enregistrées. Et ça peut faire une différence fondamentale sur un chiffre d'affaires de plus de 500 millions. Donc, ce n'est pas une question de « il faut faire des économies et donc on va couper l'emploi ». Non, on peut faire mieux. Il y a des endroits où on est en souffrance à Saint-Luc et on doit renforcer, mettre du personnel en plus. Il y a des parties qui sont en plein développement qu'on doit absolument soutenir. Et de l'autre côté, il y a sans doute des endroits où on a un peu plus de possibilités pour faire des économies. Et c'est clair que vous êtes en plein développement. Vous venez d'annoncer un projet colossal d'extension de vos cliniques. On va voir quelques images. Je vous propose de nous expliquer un petit peu, à l'aide de ces images, la philosophie d'évolution des cliniques universitaires Saint-Luc. On voit ici une vue aérienne. On reconnaît le bâtiment historique, créé il y a 40 ans. Et il y a cette nouvelle tour. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Donc dans cette tour, on va mettre les unités. Les unités d'hospitalisation seront transférées dans cette nouvelle tour. Alors on voit ici une meilleure liaison entre d'un côté le site de l'UCL et la station de métro Alma et la connexion avec l'hôpital. Et alors là, on voit la mise en place, la construction qui sera terminée pour fin 2019 de l'Institut Roi Albert II, un institut de cancérologie, d'oncologie et d'hématologie, adultes et pédiatrie. Donc c'est à la fois de l'extension et de la modernisation. Absolument. C'est Absolument. Tous azimuts, un projet colossal, on le disait, en termes financiers aussi, Paul. Si j'ai bien lu, c'est 400 millions d'euros prévus. C'est pas rien du tout, alors que tout le monde est en phase de restrictions budgétaires. Dans votre communiqué, je vous cite, vous dites « Nous réclamons à la Fédération Wallonie-Bruxelles un subside à hauteur de 300 millions d'euros ». Vous n'êtes pas sûr du budget? Vous ne l'avez pas? Il n'est pas bouclé? Alors, la première chose, c'est que cet investissement qui semble colossal de 400 millions est un investissement tout à fait raisonnable. C'est-à-dire tout ce qui peut être rénové sans être reconstruit le sera pour éviter des dépenses inutiles. Donc, on a une gestion en bon père de famille parce que
l'argent est précieux et on sait qu'au niveau des soins de santé, c'est absolument nécessaire. Deuxièmement, l'hôpital doit se rénover. L'hôpital a 40 ans, il fera bientôt partie des hôpitaux les plus anciens du royaume. Et donc, il n'est pas question d'attendre encore 10 ans ou 15 ans avant de réfléchir à ces aspects-là. Maintenant, en ce qui concerne les 300 millions que nous demandons à la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous devez savoir que cette demande, en fait, elle est proportionnelle à ce qu'un autre hôpital universitaire de la région de Bruxelles-Capitale a obtenu à activité équivalente. On parle d'Erasme. On parle d'Erasme à activité équivalente. Erasme a reçu un budget. Si on compare à activité équivalente Saint-Luc, étant donné qu'on a plus d'activités, ça justifie les 300 millions si vous l'avez sur pas, les 400 millions. Si la Fédération Wallonie-Bruxelles dit désolé, mais ça fait 2 fois des budgets importants, on n'a pas les possibilités, on va devoir trouver une autre formule, vous faites quoi? Parce qu'à ce moment-là, le projet est hypothéqué ou... Non, mais la première chose, c'est qu'évidemment, il n'est pas question d'avoir 2 poids, 2 mesures. Nous sommes 2 hôpitaux universitaires, dépendant tous les 2 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un traitement différencié entre les 2 institutions. Donc on demande, pas plus, on demande l'équité entre les 2 hôpitaux. Maintenant, on est conscient que les moyens seront de plus en plus faibles dans le futur. Et donc, dans nos différentes simulations, on simule différents niveaux aussi de subsides. Notre demande est clairement de 300 millions. Si on a 250 millions, est-ce que ça veut dire que ce sera impossible de reconstruire Saint-Luc? Non, on envisage d'autres modes de financement. Mais ça, Comme qui sont quoi, à par l'étude. exemple, la région bruxelloise, par exemple, pourrait devenir un moteur? Si la région bruxelloise aide des hôpitaux universitaires bruxellois, je pense qu'il serait normal que Saint-Luc en bénéficie aussi. On peut aussi penser à la BEI, qui aide certains hôpitaux, la Banque européenne d'investissement, qui aide 2 hôpitaux belges à se reconstruire. Donc il y a différents modèles sur lesquels nous travaillons de manière ardue pour effectivement boucler ce financement. Vous donnez 10 ans pour l'atteindre? Alors, un projet hospitalier, il ne faut pas se le cacher, c'est des projets de très long terme. Et donc, on ne réalise jamais une reconstruction d'une tour d'hospitalisation en 2-3 ans. Ne fût-ce que la construction, on parle de 3 ans, le temps de préparer le dossier, de boucler d'un point de vue financier, de discuter de la programmation, et puis après, une fois que le bâtiment est construit, de pouvoir s'y installer et permettre aux équipes d'opérer, de travailler. On parle de 7, 8 à 10 ans, dépendant des projets. Si je vous entends bien, Erasme, le concurrent lié à l'ULB, a été mieux servi que vous. Ils ont déjà sécurisé un budget que vous êtes toujours en train d'essayer de sécuriser. Non, je ne dis pas qu'il a été mieux servi que nous. Ils étaient plus tôt, donc ils ont obtenu des engagements des autorités. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous avons développé ce projet qui était longuement mûri pendant 5 ans, pour lequel nous avons fait tout un travail d'optimisation avant de penser à la reconstruction. On a voulu aussi optimiser l'hôpital. Aujourd'hui, on est prêt. Nous avons engagé déjà de plusieurs mois des discussions avec les autorités. Nous attendons des autorités un traitement équitable. Moi, Vous avez une deadline? Je ne me sens pas du tout en concurrence en termes de subsides par rapport à Erasme. Et je voudrais dire aussi que nous ne sommes pas vraiment concurrents. Il y a de la place pour le moment pour les hôpitaux universitaires à Bruxelles. Saint-Luc est rempli. Oui, mais Saint-Luc est rempli à plus de 100%. Aujourd'hui, nous avons un problème pour prendre les patients en charge tellement l'hôpital est rempli. Plus de 100%, comment est-ce qu'on arrive? C'est-à-dire qu'il y a un moyen de mesurer le taux d'occupation d'un hôpital. Nous avons tous des lits qui sont agréés, qui sont reconnus, des lits d'hospitalisation. Mais les autorités mesurent l'activité médicale et vous disent, par rapport à ce nombre de lits agréés, combien est-ce que l'activité médicale en justifie. Et à Saint-Luc, on fait partie des 10% des hôpitaux belges qui justifient plus d'activité qu'ils n'ont de lits. C'est-à-dire qu'on prend mieux en charge, on est plus efficace dans la prise en charge des patients. Et l'hôpital a un nombre de patients plus grand par lit à Saint-Luc que dans les 90% des autres hôpitaux en Belgique. Alors on le voit, ce projet, il défile encore derrière vous, il est énorme, il est gigantesque, ça demande de repenser la mobilité. À ce niveau-là, est-ce que vous avez une garantie sur l'accessibilité de votre hôpital, qui est peut-être aujourd'hui pas si simple qu'on ne le croit, même s'il y a le métro ? Alors, la mobilité, comme toute entreprise ou toute institution située sur la région Bruxelles-Capitale, la mobilité est un vrai défi. Donc oui, il y a des problèmes d'accessibilité sur le site de Woluwe. On en est tous conscients parce qu'au-delà de l'hôpital et des patients et des visiteurs, il y a aussi tout le site universitaire et les entreprises qui sont autour. Mais nous travaillons avec les autorités, nous travaillons
main dans la main avec les autorités communales. Nous avons une réunion encore la semaine prochaine avec la STIB pour regarder quelles sont les possibilités pour améliorer la mobilité. Parce que venir en voiture jusqu'à votre clinique, c'est de plus en plus compliqué. On parle de rétrécir l'arrivée de l'E40. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors, je pense qu'il est aujourd'hui encore tout à fait faisable et normal, acceptable de venir jusqu'à l'hôpital. Je le fais tous les matins. Ça, c'est clair, mais je ne minimise pas les contraintes qu'il peut y avoir à certains moments, dans certains créneaux horaires et suivant les circonstances. Donc, ça reste une priorité pour nous et pour le futur, parce qu'on ne peut pas non plus avoir une superbe infrastructure qui est complètement isolée de par la mobilité. Je prends le 40 tous les matins, donc je sais à quel point ça peut être compliqué. Ce rétrécissement, eh bien, j'attends de voir les études avec grand intérêt et avec un certain degré d'inquiétude, effectivement, parce que ça ne peut pas nous isoler ou ça ne peut pas empêcher encore plus les patients d'accéder à l'hôpital. On doit garder en tête que Saint-Luc, c'est 55% de patients qui ne viennent pas de Bruxelles-Capitale. Tout à fait. Donc, Bruxelles est essentielle pour nous. Donc, il n'y a pas que le métro, il faut aussi qu'on puisse atteindre le site autrement. Voilà. Et alors, il y a des tas de réflexions qui sont en cours. Est-ce que ça pourrait un jour se concrétiser par des parkings de délestage avec des services navettes? On pourrait l'envisager aussi. Mais voilà, on a un certain nombre d'options sur la table qu'on va analyser avec les autorités et avec la STIB pour voir comment travailler au mieux là-dessus. Alors, le projet, c'est aussi une réorganisation, pas seulement de bâtiments, etc., de briques, mais aussi de façon de travailler, si j'ai bien compris. Vous parlez d'une médecine plus individualisée. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tourner plus autour du patient, alors que pour le moment, c'est un peu le patient qui tourne autour des services? Alors, il y a plusieurs aspects. Une des grandes caractéristiques de Saint-Luc, c'est l'excellence des soins, premièrement. Deuxièmement, c'est le fait que le patient est au centre. Alors, c'est un beau slogan, mais c'est bien plus qu'un slogan. C'est le côté humain de Saint-Luc. Donc, ce côté-là, on ne veut absolument pas le perdre. Mais force est de constater que la prise en charge médicale a changé énormément entre 1976, l'année de notre ouverture, et l'année 2016, et surtout en 2025, on aura terminé notre reconstruction. De plus en plus technique, quoi. Et de plus en plus technique, et puis même le trajet du patient, un patient qui arrive avec un AVC, le temps nécessaire entre l'arrivée aux urgences et la dilatation par les spécialistes est absolument clé. Si vous le faites en moins de 40 minutes, la probabilité de récupérer toutes ces capacités est maximale. Donc dans toutes les pathologies, nous avons une démarche où nous allons retravailler le trajet du patient. Ça veut dire quoi? Qu'on va regarder le rôle de chacun, de chaque médecin, de chaque infirmière, de chaque service, pour essayer de l'améliorer. L'objectif est double, c'est la qualité des soins, donc une qualité encore accrue pour les patients. Et deuxièmement, si la qualité est accrue, c'est évidemment une plus grande efficience et une meilleure performance financière. Mais ça, on doit le faire avant de se reconstruire. Et c'est ça aussi tout l'objet de notre plan stratégique, c'est un, d'optimiser tout ce qui peut l'être, deux, de repenser l'organisation interne de l'hôpital, la prise en charge du patient. Plus individuel, hein, c'est clair. Et en trois, de venir avec un hôpital reconstruit. Alors, par rapport à votre question sur la médecine individualisée, oui, nous aurons dans le futur, et entre autres en matière du cancer, des traitements qui seront individualisés en fonction de votre ADN, en fonction de vos paramètres biologiques. Déjà aujourd'hui, c'est l'orientation. Demain, ce sera de plus en plus le cas. Donc l'hôpital doit se préparer à cette prise en charge beaucoup plus individualisée. Mais qui dit individualisé, parce que c'est un terme où on reprend, est-ce que ça a un rapport avec, ça veut dire aussi chambre individuelle? Non, ça n'a rien à voir. C'est ça aussi la tendance lourde aujourd'hui. Certains de vos concurrents en font leur cheval de bataille, des chambres individuelles. La politique de Saint-Luc en la matière, pour le futur, pour cet hôpital du futur, ce sera quoi? Alors, avec un hôpital de 1000 lits, comme je l'expliquais, qui est extrêmement bien utilisé, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de chambres individuelles et on a souvent des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Donc, effectivement, l'hôpital du futur est très certainement dans toute la partie oncologie et hématologie, où c'est des circonstances de vie parfois très éprouvantes, on aura de ce côté-là exclusivement des chambres individuelles. Pour le reste de l'hôpital, ce sera une plus grande proportion de chambres individuelles, mais les chambres à 2 lits restent aussi quelque chose qui est intéressant et pour lequel aussi certains patients demandent encore aujourd'hui d'être hospitalisés dans des chambres à 2. Il y a encore une partie des patients qui souhaitent ça. Parce que, oui, vas-y, Paul. Passons peut-être à l'écho, oui. À l'écho, un petit extrait prévu. Oui. La dernière fois qu'on a parlé de vous, des cliniques universitaires Saint-Luc, eh bien, c'était dans un article qui finalement sonne un petit peu comme un coup de cocorico. C'était une avancée majeure
dans le domaine de la lutte contre l'obésité et le diabète. Comment s'appelle-t-elle? Akkermansia, je crois, une bactérie qui est très prometteuse sur la souris, qui, si elle est positive aussi pour l'homme, pourrait consister en une première mondiale. Donc c'est là qu'est le cocorico pour vous. Il s'agit donc de lutter contre l'obésité et le diabète. Ça a été mis au point par le professeur Christian Cani, je pense, si je ne me trompe pas de nom. Et donc, à quoi ça sert ce genre de choses? Est-ce que c'est important? Il y a une vague biotech colossale en Belgique, surtout francophone d'ailleurs. Est-ce que vous en profitez ou pas? Parce que ça, si ça marche, ça va devenir une spin-off qui va faire de l'argent, mais à côté de vous. Alors, un des rôles évidemment des hôpitaux universitaires, c'est, au-delà de l'enseignement et de la prise en charge d'excellence, c'est la recherche. Alors, la recherche fondamentale, mais évidemment la recherche appliquée, la recherche clinique, qui peut avoir directement des impacts au niveau du patient et de la prise en charge. Il est clair que sur le site de Woluwe, on a une proximité extrêmement forte entre les équipes, même de recherche fondamentale, et les patients et les médecins qui prennent en charge les patients. Les biotech sont évidemment une voie de développement qui est extrêmement intéressante, sur laquelle bon nombre de nos médecins travaillent pour différents types de pathologies. Par rapport d'un point de vue économique, je pense effectivement que c'est quelque chose que l'UCL doit continuer à développer. C'est le fait effectivement de travailler au niveau de la recherche et de concrétiser cette recherche au travers de spin-off. Ça reste aussi pour les hôpitaux universitaires une merveilleuse opportunité de rayonner de par sa réputation, mais aussi d'avoir des rentrées qui permettent de financer encore plus de recherche et un meilleur développement de l'hôpital et une meilleure infrastructure. Donc je pense que pour nous, c'est une belle opportunité aussi pour le futur. Vos médecins, vos chercheurs, ils sont salariés par votre clinique? Alors, l'immense majorité de nos médecins sont salariés de par les règles en vigueur en Belgique, pour laquelle les hôpitaux académiques doivent avoir au moins 70% des médecins qui sont salariés et à temps plein. Et vous arrivez à les garder? Vous ne craignez pas qu'ils se tournent vers les hôpitaux concurrents, comme le Chirec par exemple? Plus rémunérateur, tu veux dire? Oui. Alors, il faut être clair, il y a des domaines pour lesquels on a les médecins, on arrive à les attirer. Il y a des domaines pour lesquels c'est extrêmement difficile, parce qu'effectivement, avec un salaire, on ne peut pas, un salaire et non pas des revenus d'indépendants, on ne peut pas offrir les mêmes conditions que certains médecins trouvent dans d'autres infrastructures. Alors, comme vous savez, dans d'autres infrastructures qui en plus se rénovent et amènent un environnement de travail qui est plus agréable pour le médecin comme pour les infirmières, effectivement, ça peut être un défi pour nous. Mais les médecins qui restent chez nous sont aussi des médecins qui veulent faire de la recherche, des médecins qui veulent enseigner. Ce sont pour la plupart des médecins pour qui le revenu financier n'est pas la priorité essentielle. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas la priorité. Et pouvoir s'investir dans l'enseignement, pouvoir témoigner dans des conférences internationales, pouvoir rayonner de par ses recherches et que les recherches puissent passer dans le public au travers des hôpitaux à travers le monde, ça reste quelque chose d'extrêmement valorisant pour nos médecins. Renaud Mazy, merci en tout cas pour votre témoignage de Big Boss, de grand patron. C'était le dernier de l'année 2016. Merci Paul aussi. Merci, on vous retrouve dans l'écho ce week-end également. Grand plaisir. Merci. Au revoir.